Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans ce bœuf culturo-historique romancier. Nous recevons aujourd'hui monsieur Georges Moni, qui est romancier, écrivain, historien, qui a été lecteur-correcteur, traducteur, réviseur de traduction au sein de l'ONU. Il vient aujourd'hui nous parler de ce roman, L'épine dans le pied, mais dans les deux premières parties, nous évoquerons d'abord l'histoire du peuple Sawa à Douala. Nous évoquerons également la crise anglophone, car il a cette particularité, M. Georges Moni, d'être à moitié anglophone et à moitié francophone, maman anglophone, papa francophone. Il est dans ce qu'on pourrait appeler le parfait Cameroun bilingue. Bonjour Monsieur Moni. Bonjour Jacques Moifo. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vérifie toujours que c'est vraiment vous en serrant les mains, donc je vais peut-être serrer la vôtre. Ah, certainement. Vous faites bien. C'est une poignée de main à la trompe et à la Macron. Mais je ne sais pas qui est Macron de nous deux. Il paraît si jeune qu'on pourrait le qualifier de Macron et moi de trompe. Alors comment ça va? Je vais très bien. Très bien. Il m'a paru important de finir ce roman, de le donner à lire. De le donner à lire, oui. Parce qu'il parle de choses qui sont très particulières à nous, qui sont propres à nous, mais il parle aussi de l'universel. L'universel. Nous allons revenir là-dessus dans la troisième partie de cette émission qui est divisée en trois parties. Dans un premier temps, nous allons évoquer les questions Sawa. Sawa, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est le groupement qui peuple le littoral du Cameroun. Je ne me trompe pas? Non, non, pas du tout. Voilà. La question des Sawa est une question qui est très importante dans la mesure où, d'entrée de jeu, il faut dire que le Cameroun ne s'appelait pas le Cameroun. Le Cameroun s'appelait Douala. C'est la première chose. Avant son accession à l'indépendance, c'est-à-dire autour des années, au début du siècle dernier, du XXe siècle, le Cameroun s'appelait Douala. Sous la colonisation allemande. Sous la colonisation allemande. On le voit très bien d'ailleurs quand on lit le livre de René Gouelin. Voilà, ces questions-là. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est les strates qui ont successivement bâti ce pays. On peut considérer que les Douala sont des arrivants. Des arrivants? Ou des migrants. Des migrants venant d'où? Comme le nom se dit aujourd'hui, venant du Congo. Mais beaucoup de gens viennent du Congo, hein, évidemment. Les recherches sur les autres questions ne nous importent pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, oui. Hein, parce que le sens de notre questionnement, au moment où on parle, est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'on aboutisse à la situation où on se trouve aujourd'hui. Effectivement, vous m'arrachez les mots, j'allais vous poser cette question-ci. Qu'est-ce qui ne va pas à Douala en ce moment? On assiste à des querelles entre des populations, certaines populations et des chefs Sawa qui n'aimeraient pas voir, qui n'auraient pas aimé voir implanter un monument quelque part sur leur territoire. Qu'est-ce qui se passe à Douala? Ce qui se passait à Douala était prévisible. Comment ça? J'ai rencontré pas mal d'enfants illustres de cette tribu qui sont hélas décédés aujourd'hui, qui m'avaient déjà confesser leurs préoccupations sur la situation, c'est-à-dire sur l'affaissement des valeurs de cette tribu. L'affaissement des valeurs de la tribu Sawa? Oui. Mais ce sont des choses qui font partie des non-dits. C'est-à-dire que aujourd'hui, on entend beaucoup de gens pousser des cris d'orfraie chaque fois qu'on dit oui, mais pourquoi est-ce que les chefs se sont comportés comme ça? Pourquoi se comportent-ils comme ça? Il est quand même étonnant. Parce que moi, ça me révolte quelque part que des gens qui sont un porc. Qui sont? Un porc par définition. Un porc, c'est-à-dire un porc par définition est cosmopolite. Une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. C'est même
une grande joie pour les Douala d'avoir cette population mélangée et mixée. Vous le dites, cela devrait être une grande joie. Ça devrait être une grande joie, ça n'a devrait pas être l'air de une l'être, fierté. J'ai écrit personnellement à un moment donné, lorsque on a commencé à discuter sur cette question de terre et de lopin de terre, qu'il faut absolument s'accaparer ou réquisitionner, je me suis souvenu tout à coup d'une affaire. C'est dans un livre de Friedrich Dürrenmatt, le philosophe suisse. Dürrenmatt dit à un moment donné, on sait qu'il est juif, il dit: on peut parfaitement bâtir une nation sur une fiction. Mais il n'a fait qu'avouer ce qu'il pense de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'il existe parfaitement des peuples qui n'ont pas de terre, mais qui résistent. On va rester sur le cas Sawa, car c'est ce qui nous intéresse. Bientôt, nous attendons Charles Nana sur ce plateau pour nous parler de son livre La Palestine, ce malaise français. Donc, avec lui, j'aborderai Israël. Aujourd'hui, on va rester sur le peuple Sawa. Vous me dites qu'aujourd'hui, nous savons aujourd'hui qu'il y a un malaise à Douala, ou bien dans la région du littoral, où certains estiment que des halogènes ne seraient pas chez eux. Encore, c'est inscrit dans la constitution camerounaise depuis bientôt 20 ans, ou bien plus de 20 ans d'ailleurs, plus de 20 ans, oui. Il y a des halogènes, des autochtones. Dans mes souvenirs, en 1962, un très grand chanteur Sawa, et Boalotine, père son âme, 21 ans qu'il est décédé, chantait Mbemba Mota Sawa, qui signifie les pleurs, les larmes de l'homme de Sawa, qui à l'époque déjà parfaitement pointait ce problème-là. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je dis et je répète que cette préoccupation n'est pas d'aujourd'hui. Alors que des gens se réveillent tout à coup et disent « Oui, mais nous sommes mal à l'aise », alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, que nous savions déjà que ce malaise existait et que nous n'avions pas le droit de nous dire « Oui, mais nous sommes mal à l'aise ». Mais il faut pointer du doigt la vraie question. Il faut dire, pourquoi sommes-nous mal à l'aise? Pourquoi? Première question. On ne peut pas comprendre par quelle folie, je dis et je répète, des gens qui occupent un port s'imaginent qu'ils peuvent être nature pure et qu'ils peuvent éviter d'être mélangés. Ni biologiquement, ni culturellement. La deuxième réponse que je dois apporter, parce que j'y tiens, mais c'est une réflexion de moi-même, que j'en emprunte à personne, c'est sur les questions de théorie des minorités. Dans la théorie des minorités, on comprend parfaitement que les Sawa ne sont pas une minorité. C'est la tribu la moins nombreuse, mais qui objectivement est majoritaire. C'est-à-dire que culturellement, on écoute leur musique. Tout le monde parle leur langue, tout le monde mange leur bouffe, leur gastronomie. Le lait est mangé de partout. Absolument. De quoi se plaignent-ils? À partir de quel moment ils disent « nous sommes envahis, nous sommes minoritaires ». Mais rassurez-moi, ceux qui vont jusqu'à Bouya là-bas, ce sont des Sawa. Les Bakwedi sont de Boudjongo. Et ce sont des Sawa. Les Bakwedi sont des gens de Bonaberi. Donc. Exactement comme les Barombi ou les Bakassi, ce sont des Sawa. Les Yabassiens sont des Sawa. Les Yabassis sont des Sawa pour partie. Il y a une autre partie qui dépend d'une autre sphère culturelle, mais l'autre partie est Sawa. Une bonne partie. Une bonne partie. Une très bonne partie. Regardez la ville de Nkonsamba, Jackie. Lembo, par exemple. Lembo sont Sawa. Mais comment peut-on occuper une telle grande superficie de terre
comment peut-on être un groupe regroupant autant de tribus et se dire minoritaire, et se dire envahi ou bien minoritaire? C'est là qu'il y a mal-donne. C'est-à-dire il y a quelque chose de faux qui est lié tout simplement à une lecture tout à fait erronée de l'histoire Sawa. De la même manière, je dis et je répète que les Sawa sont majoritaires. Moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Majoritaire dans le littoral. Ils sont majoritaires partout, même sur l'Afrique centrale, ils sont majoritaires. Objectivement, ils sont majoritaires, c'est-à-dire qu'on n'écoute que leur musique, on ne parle que leur langue, on ne mange que leur nourriture. Donc, c'est une forme d'autoflagellation de dire, oui, mais en fait, on est en train de nous menacer. Vous voyez bien que je réponds à votre question. C'est comme ça que je vais arriver à répondre à votre question, Jackie Mwafo. Je réponds à votre question en disant que c'est un dol. Dol, c'est un mot allemand, ça? Non, c'est un mot français, c'est une duperie. Ça fait dol, non, c'est une simple duperie. Duperie de la part de qui? De la part des Sawa, tout simplement, pour faire croire qu'ils sont menacés. Ils ne le sont pas. Lorsqu'il dit qu'ils sont menacés, par qui sont-ils menacés? Par une tribu, par les gouvernants, par qui sont-ils menacés? Ils ne sont menacés par personne. Mais il dit c'est exactement la même chose que d'autres tribus disent d'eux, qu'ils ont vendu les terrains. Ce qui est faux, d'ailleurs, puisque le droit de la nationalité chez les Sawa permettait d'affranchir ses esclaves et ses servants et de leur donner terrain et femmes. Ah! Oui. Ça veut dire... Il y a énormément de gens à Daïdo, moi je suis prêt à donner leur nom. Il y en a même à Akwa qui ne sont pas des Douala. Qui ne sont pas des Sawa. Qui sont des étrangers, mais qui sont venus, qui ont épousé des filles Douala. Qui ne sont pas des Sawa, vous qui ne sont pas des Sawa du tout. Qui ont épousé des Douala, hein, et à qui on a donné des noms Douala. Vous voulez pas me donner une femme Douala pour me donner du terrain aussi, hein? Ah, mais non, moi je ne suis pas Douala. Vous êtes Sawa quelque part? Non, je suis de Pongo. Bon, d'accord. Dites-moi, est-ce que l'allogénat et l'autochtona que le gouvernement camerounais a inscrit dans sa constitution il y a 21 ans n'a pas influencé sur cette pensée Sawa qui veut qu'on les envahisse? Le gouvernement camerounais a parfaitement le droit de faire les choix qu'il veut. Mais il en tire les conséquences, tout simplement. Est-ce que cela n'a pas été néfaste? Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, Jackie Mwafo. Je suis en train de vous dire que quand les gens prennent des choix, ils savent très bien les conséquences de ce qu'ils font. Nous, on ne savait même pas écrire le terme halogène. Pendant longtemps en Afrique, on écrivait halogène avec H-A-L-O, comme la lampe. La lampe halogène, oui. Oui, mais nous, on ne savait pas. Après, il y a eu des histoires d'ivoirité en Côte d'Ivoire, où on a prononcé le mot halogène, et des autochtones, etc. Mais même quand on examine la question ivoirienne, sérieusement, comment s'appelait la Côte d'Ivoire? C'était pas la basse Volta? C'était la basse Volta. La haute Volta, la basse Volta. Mais bien entendu. Décidé par le colonisateur. Décidé par le colonisateur. Pas par les Ivoiriens. Oui, mais ce qui est important dans cette affaire, c'est que c'est régi par le même pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Normalement. Donc, les Ivoiriens ne pouvaient même pas dire qu'un tel est malien ou un tel est burkina. Restons au Cameroun parce que les Ivoiriens vont bientôt dire « Ah, les oui, Camerounais à bouche, Camerounais mettent sa bouche dans la chose des autres. » On revient au Cameroun, c'est la même question. C'est-à-dire que, à Douala, je ne vois pas quelle famille à Douala peut dire qu'elle a du sang pur. C'est un port. Beaucoup de mélange. Hein? Il y a beaucoup de mélange. Deuxièmement, il y a les affranchis, à qui on donnait femmes et à qui on donnait du terrain. Ça, il faut le dire. La deuxième chose,
on va revenir sur l'affaire de Achille Mbembe. Bien sûr, c'est bien prévu. Voilà. La question de Mbembe est une question qui est très très importante et intéressante. Il ne faut pas non plus lever les bras au ciel en disant « Oui, mais pourquoi il ose dire ça ?» Oui, Mbembe qui a dit que les chefs Sawa avaient vendu le Cameroun. Oui, mais Mbembe a, hein? Mbembe a parlé par amour pour les Sawa. Je connais Achille Mbembe. J'ai été le premier à le lire et je le suis depuis très longtemps. Il serait bien que vous l'ameniez sujet un petit peu plus, nous expliquer le sens de son texte un de ces jours quand ça va passer. C'est une question de dépit amoureux. Mais Mbembe est un historien. Donc il connaît la conséquence de ce que les Belles ont fait. Ce n'est pas une chose qui regarde Oumniobé, etc. Il a gratté tout simplement pour creuser le fond de la question, c'est-à-dire du mal. Et dire, oui mais enfin, mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas s'occuper d'une sorte de renforcement des capacités? Pourquoi on ne peut pas aider les chefs à prendre des décisions plus cruciales et plus importantes par rapport à notre avenir? Accountability. Les gens doivent être responsables de ce qu'ils font. Ils doivent être tenus pour responsables de ce qu'ils font. On ne prend pas la décision d'accomplir un acte d'auto-da-fé. Je mesure mes mots. On ne prend pas une décision unilatéralement comme ça. On dit, oui, mais ils auraient effectivement dû se concerter. Mais le pauvre garçon qui est Fritz Ntonen ne se sent pas maille à partir avec ça, étant lui-même nommé et les chefs étant eux-mêmes nommés. Où est le pouvoir? Les chefs Sawa sont nommés? Ils sont nommés. Où est le pouvoir? Par le gouvernement. Je pensais que c'était une histoire héréditaire, la chefferie. Non, pas du tout. Pas du tout. Et si le gouvernement on peut refuser un chef. Pourquoi est-ce que Dika Kwanyabo Nambela n'a jamais été chef de Aqua? Pourquoi? Mais pose-toi la question. Il n'était pas politiquement correct? Il n'arrangeait pas beaucoup de gens. Et même les Aqua eux-mêmes disent qu'il n'est pas le fils. On parle bien de Dika Aqua qui était en politique au début des années 90. On parle bien de l'ethno-juriste. C'est ça le fond de la question. C'est un homme que je tiens beaucoup à cœur parce que j'admire ses travaux, comme j'admire les travaux de Cheikh Anta Diopiste en général. Parce que les seuls que je retiens jusqu'aujourd'hui, entre Martin Bernal, des gens comme Ivan Van Sertima et Dika Aqua. On n'a pas grand monde sur les Cheikh Anta Diopistes. Les vrais Cheikh Anta Diopistes qui ont repris le flambeau, on ne les voit pas. On voit plein de gens qui, bon, ils disent leur point de vue, ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils avancent. Alors, dites-moi, ces chefs Sawa qui ne voulaient pas, apparemment il y a eu un conciliabule entre-temps, mais au départ ne voulaient pas de cette statue de Ruben Oumniobé, nationaliste camerounais, on va l'appeler comme ça, n'est-ce pas? On va se porter à faux contre ceux qui disent, c'était un maquisard, non, c'était un nationaliste Ruben Oumniobé. Alors, ces chefs Sawa qui ne voulaient pas de cette statue de Ruben Oumniobé dans leur canton, et qui ont donc saccagé l'emplacement prévu pour cette statue qui est en construction en ce moment. Pensez-vous que les gouvernants en place auraient dû sévir et prendre des mesures coercitives contre eux? Non. Les chefs ont absolument raison d'être fragilisés par une situation. Parce que c'est une réaction tout à fait épidermique que les gens peuvent comprendre. C'est comme l'affaire du racisme en général. Hein? Vous employez bien le mot allogène et autochtone, etc. Non, c'est le Cameroun qui l'a employé. Oui, mais quand ces questions remontent à la surface, ce sont des réactions épidermiques. Moi, je tiens pour bonne source
un ethnopsychanalyste que j'ai aimé écouter un jour qui disait « Oui, mais en fait, le racisme, c'est une chose qui est étrange. C'est exactement comme le tribalisme. C'est une chose qui est liée à l'insurmontabilité par rapport à un sentiment épidermique. Il devient insurmontable. Et ces gens se sont trouvés devant une situation insurmontable. Ils vous parlent bien des Ben Sekin à Douala, non? Oui. Hein? Ils sont harassés. Alors on leur dit, mais pourquoi vous êtes harassés? Mais dites au maire ou au patron de la communauté, au délégué de la communauté, d'arranger cette histoire. Un point, c'est tout. S'il faut faire des lois, hein, faire payer des patentes pour que les gens ne circulent pas n'importe comment, il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. Si maintenant, Jackie Moifo, si ces gens me répondent, écoutez Georges Moni, nous on a essayé de discuter avec le gars, il n'a pas voulu nous écouter. Ben, je vais dire oui, mais la réunion a eu lieu quand? Oui, parce que moi, je ne tiens pas compte des rumeurs. Je suis officier de l'information à l'ONU. Je ne tiens pas compte des sentiments des gens. Ce qui m'importe, c'est les faits. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse mon rapport à mon chef en disant, voici ce qui est en train de se passer ici. Donc quand quelqu'un me dit à Douala, oui mais il y a trop de Ben Sekin. Oui mais de toute façon on ne veut pas mettre de l'ordre là-dedans. Et la saleté à Douala, ils en font quoi? Ils ne sont pas allés se plaindre pour la saleté. Ils ne sont pas allés se plaindre à Tonnerre Fritz pour leur dire oui mais l'enlèvement des ordures ménagères, comment on fait? Oui, l'état des routes. Et l'état des routes. Ou des inondations. Un jour, je suis arrivé à Douala, j'avais un ami français qui était avec moi et qui m'a dit oui mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que c'est le Liban ou quoi? Il y avait des cratères, la suie sur les maisons. Et puis les gens errent dans les rues comme des zombies. Mais ça, ce n'est pas Douala, c'est le Cameroun. On est arrivé à une situation où j'ai dit à un moment donné que si les Douala sont allumés, le Cameroun va tousser, hein? À un moment ou à un autre, il va se mettre à tousser parce que les Douala sont enrhumés. Moi, je ne prends pas parti sur cette question-là. Je note tout simplement ce qui est en train de se passer parce que hein, c'est une sorte d'ectoplasme de quelque chose. Une façon hein, que le pays a de dire on est fatigué. Les gens ne sont pas, ils ne se haïssent pas les uns les autres. Ce n'est pas vrai. Le tribalisme bon enfant a toujours existé au Cameroun. Ça n'a jamais embêté personne. Ouais. C'est un tribalisme bon enfant. Hein? Mais qui aujourd'hui a pris des proportions. Maintenant, ça a pris des proportions, on ne comprend plus. Où le Bamileke doit rentrer chez lui. Oui, tout à fait. Et l'homme à abattre, c'est d'abord le Bamileke. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ceux qui disent qu'un Bamileke ne doit jamais diriger le Cameroun? Oh, je connais plein de Bamileke qui parlent mieux Douala que moi, qui connaissent mieux la culture Douala que moi, et qui sont des Douala qui n'ont rien à faire à Tchang. Il y a Bangante. Moi, je les connais, ce sont des Camerounais. Monsieur Moni, ce sont des gars Douala. Monsieur Moni, c'est une réalité. Je suis Bamileke, je vais le dire ici. Mon beau-père était à bord. Il m'a enseigné l'alphabet Douala qui comporte 30 lettres. J'ai écrit le Douala mieux que la langue française. Mais tout à fait. Je ne parle plus couramment parce que ça fait il y a trop longtemps, 20 ans. Mais je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que vous pensez de la question Bamileke au Cameroun? Beaucoup disent que Bamileke doit rentrer chez eux, ils sont envahissants, ils ne doivent jamais diriger le Cameroun. Non. Et aujourd'hui, un des candidats aux élections présidentielles, Maurice Kamto, subit ces affres-là. D'ailleurs, Maître Akeremouna en a parlé sur la radio de mon confrère Cyril Bojiko ces jours-ci. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Du tribalisme anti-Bamileke? Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. De la part de qui? Mais de la part du pouvoir, tout simplement. Moi, je lis aussi énormément beaucoup de gens, d'intervenants, et je sais en quoi ils racontent des histoires. Et je sais qu'ils les payent
pour le faire. Je sais qu'il les paye pour Vous le voulez faire. dire qu'on paye, on prend des gens qu'on instrumentalise, qu'on paye pour casser du Bamileke au On sait Cameroun. très bien que le Cameroun est l'un des endroits qui paye le plus pour maintenir sa sécurité intérieure. On le sait. Parmi tous les pays du monde entier, c'est le pays qui est le plus protégé. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Dites-nous ça un peu. Oh, j'ai quand même des copains qui me donnent des chiffres. Des amis un peu bien placés. Pas au Cameroun, en Europe. Et qui sont capables de faire une enquête. Vous croyez vraiment que tout ce qu'on diffuse comme nouvelles, comme information au Cameroun, vous croyez que c'est tout à fait naïf? Ce n'est pas naïf. La cabale qui est montée contre Maurice Kamto consiste tout simplement à éliminer le candidat le mieux placé. Tout Pour vous, il est le mieux placé aujourd'hui alors? Je ne sais pas, je ne suis pas très au courant de la politique camerounaise. Je regarde ce qui se passe au Cameroun avec attention parce que je suis camerounais. Je vois des candidats, on me parle de Cabral Libi, moi je ne sais pas qui il est. Je n'ai pas vu son programme et je ne sais pas qui le finance. Je pense que les Camerounais peuvent se poser de vraies questions sur les candidats. S'ils le souhaitent bien. S'ils le souhaitent. C'est mon point de vue, Jacques Moifou. Ça n'engage que moi. Hein? Mais je n'ai pas pour habitude de prendre les choses pour acquis. Mais à un moment où le pays Grassfield, lorsqu'il dit le pays Grassfield, hein, ce sont ceux qu'on appelle anglophones, ce sont ceux qu'on appelle Bamileke, et même les Bafia quelque part font partie du groupe Grassfield. Hein. À un moment où le pays Grassfield a payé lourd tribut pour l'indépendance du Cameroun d'hier, et au moment où les anglophones qui font partie du groupe Grassfield ont des revendications, fondées ou non fondées, ça ne nous regarde pas, ne craignez-vous pas un embrasement qu'on jette de l'opprobre sur un candidat parce qu'il est Bamileke? Non, il y a une erreur. Il y a une erreur de penser qu'il existe une question anglophone, premièrement. Nous allons l'aborder dans la deuxième partie. Voilà. Je voulais juste comprendre. Ne craignez-vous pas qu'en jetant l'opprobre, hein, en indexant un candidat à cause de ses origines, on embrase ce pays-là? Ce n'est d'ailleurs pas très intelligent. Je ne comprends pas réellement, je vais vous répondre, je ne comprends pas comment on peut payer des spécialistes en communication des sommes énormes pour inventer des choses aussi stupides. Je tiens à dire... Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une élection. C'est trop gros. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est trop gros et trop facile. Moi, je ne sais pas comment on peut payer quelqu'un pour inventer une histoire comme ça. Et dire, oui, mais si on s'attaque à Kamto, on va régler le problème. C'est comme on dit, oui, mais on va s'attaquer à Akere, parce que Mouna Tandeng, le père d'Akere, fait partie des anglophones qui ont trahi. Ouais. Il a trahi... Il a trahi qui? Mouna Tandeng était ministre au Nigeria avant d'être président de l'Assemblée nationale au Cameroun. Il aurait pu rester au Nigeria. Il aurait pu rester au avec Nigeria. Ses privilèges et tout. Parfaitement. C'est par exemple pour le Cameroun qu'il est devenu. C'est une méconnaissance des choses et c'est une façon de salir le nom de quelqu'un. Akere est un garçon que je connais, c'est un ami personnel à moi depuis l'enfance. Vous êtes de la même génération, 3 ans d'écart. Hein? Tout à fait. Je connais très bien Akere. Et Akere était le patron de Transparency. Oui. Comment est-ce qu'on peut soupçonner Akere? Comme si il allait se mettre en devoir de gagner de l'argent et de détourner de l'argent et que, bon, le Cameroun va continuer comme ça a toujours été. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est donc une cabale organisée par le pouvoir en place pour lyncher et Kamto et Akere. Oui, je suis persuadé que ce sont des ficelles un peu trop grosses. Et puis c'est un peu facile. Quand on a un budget pour la communication, c'est pas un garçon comme Issa Chiroba à qui on donne un budget pour la communication parce que ça ne vaut rien en matière de communication.
Moi, je fais de la communication, je sais ce que c'est. Quand je dois travailler sur un dossier de communication, je travaille dessus. Je vais en profiter, avant de boucler cette première partie, pour lancer un message à M. Ambougou de Vision 4 au Cameroun, cette chaîne qui prône le lynchage du Bamileke. Cher M. Ambougou et vos collaborateurs, sachez que Jackie Moifo, je suis Bamileke. Alors, vous voulez casser du Bamileke et vous volez, je dis bien vous volez mes émissions pour diffuser sans autorisation, sans même m'avoir contacté pour demander une autorisation. Ça, vous devez payer mes droits, sinon je vais bientôt, avec votre aide, les attaquer en justice. Vous devez payer mes droits. C'est mon travail, vous n'avez pas le droit de prendre ce qui m'appartient. Même si j'étais Betty ou Sawa, vous devez demander. C'est de la malhonnêteté intellectuelle de voler le travail de l'autre. Vous savez où me trouver. Mon numéro est public, mon email est public, mon site est public. Voilà. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie pour aborder la question de la crise anglophone au Cameroun. A tout de suite. Merci.